Salut tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo sur la personnalité histrionique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personnalité histrionique? Eh bien, c'est une personnalité, d'une certaine manière, dans une certaine mesure, qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions, pour le dire simplement. Elle est débordée par ses émotions et surtout elle les exprime beaucoup trop fortement. Elle est vraiment, voilà, elle a des réactions disproportionnées et ça... Peu importe le cadre, elle réagit de manière exponentielle au niveau émotionnel. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez garder en tête. Alors pourquoi histrions? Les histrions, en fait, c'était des comédiens. En fait, des comédiens du temps des Étrusques, et c'était surtout des mimes et des danseurs. Donc eux, pour être vus du grand public, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'écran, si vous voulez, pour être vus et pour pouvoir faire en sorte que tout le monde comprenne les émotions qui les traversaient, eh bien, ils mimaient avec beaucoup de gestes extrêmement grands, extrêmement forts, etc. Ils mimaient leurs émotions. Et donc, de là, finalement, la personnalité histrionique, c'est quelqu'un qui par le corps, fait passer énormément d'émotions, mais il n'y a pas évidemment que le corps, il y a aussi le langage verbal, il n'y a pas que le non-verbal. Alors bien souvent, on a cru que la personnalité histrionique, c'était plutôt pour les femmes, mais pas du tout. On peut retrouver des hommes, voilà, à part égale, hein, avec les femmes qui sont atteints de ce type de trouble. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un trouble, mais c'est un trouble souvent qui s'associe avec d'autres pathologies. Il est rarement seul. C'est-à-dire qu'on va retrouver souvent en fond soit des personnalités antisociales, ou on va retrouver des personnalités plutôt borderline, limite, des personnalités narcissiques. Donc, histrion aime bien se mélanger avec ce type de troubles, et donc il est rarement seul. Il y a donc ce qu'on appelle des comorbidités, hein, puisque ça existe aussi en psychologie, des comorbidités qui sont là et qui aident à son développement. Donc voilà pour ce type de personnalité. Maintenant, comment repérer? Je vais vous donner quelques petites clés, mais vous savez que ce type de vidéo, c'est pas du tout fait pour faire de l'autodiagnostic et vous dire ça y est, j'ai une personnalité histrionique, comme parfois vous me l'envoyez dans les messages, etc. Ne faites pas de l'autodiagnostic, faut aller voir un professionnel pour ça. Moi, c'est juste pour donner des renseignements, voilà, pour apprendre à mieux se connaître, et puis si à un moment donné on a un doute, eh bien on va voir un praticien, une psychologue, un psychologue clinicien, une psychologue clinicienne, etc., psychiatre. Vous pouvez aller voir des pros, évidemment. Alors, ce qu'on va retenir d'abord, c'est que les personnes en règle générale consultent pas pour ça. Eh non. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans la croyance que les autres sont refoulés émotionnellement et qu'elles, au contraire, elles sont normales. Donc, celles qui sont normales, c'est elles, ce type de personnalité. Par contre, les autres sont plutôt refoulés. Donc, déjà, ça aide pas à la consultation. Alors, vous allez me dire, mais comment on arrive alors à savoir, à les faire ressortir, comment on arrive à les repérer? Bien, très très souvent, c'est parce qu'elles ont une tendance naturelle à somatiser. Elles vont somatiser plus que d'autres. Ce qui veut dire que lorsqu'un médecin, donc si elle débarque chez le médecin, évidemment, avec des troubles, voilà, qui les inquiètent énormément, qui les rendent plutôt anxieux, hein, ce type de personnalité devient, comment vais-je dire, très très focalisé sur les troubles, et elle leur donne énormément d'importance, évidemment, et plus elle donne de l'importance, et plus elles ont vraiment l'impression d'être atteintes par quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc, ce qui se passe en règle générale, c'est que le ou les médecins vont faire leur job, et puis eux, ils vont éliminer, je vais dire, toutes les raisons biologiques, physiologiques, etc. Et là, le médecin peut s'inquiéter si cette personne, malgré le diagnostic, revient un mois après en se posant encore les mêmes questions. Vous voyez, il commence là, peut-être, à se dire, ah tiens, il s'agirait peut-être de ce type de personnalité histrionique qui a une tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Alors,
elles somatisent énormément, comme je viens de le dire, et donc c'est pour ça qu'on les repère un peu plus facilement dans le monde médical. À part la somatisation, comment est-ce qu'on peut les repérer ou comment peut-on savoir qu'on aurait peut-être une tendance à ça? D'une certaine manière, ce sont des personnes qui sont plutôt ennuyées, voire gênées, de ne pas être le centre d'attention. Ça leur pose beaucoup de problèmes. Ce sont des personnes qui aiment bien rayonner, qui aiment bien qu'on les regarde. Donc si elles marchent dans la rue, eh bien elles aiment bien qu'on puisse les regarder. Comme naturellement leur émotion monte et descend, il se peut qu'une journée elle soit très triste parce que elles ont l'impression de ne pas être assez le centre d'attention et donc de ne pas assez rayonner. Et puis à d'autres moments, elles sont extrêmement extrêmement éloquentes sur tout ce qui pour elles les rend attractives, si vous voulez. Donc aujourd'hui, par exemple, plein de gens me regardaient parce que voilà, j'ai un nouveau costume, parce que je dégage quelque chose, etc., etc. Et donc ils ont une tendance, si vous voulez, à amplifier un peu le système, voilà, et on voit que ça les rend très très heureux en fait d'être repérés. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, c'est cette envie d'être dans le centre d'attention. En règle générale, d'ailleurs, elle s'arrange pour pouvoir être le centre d'attention. C'est le style de personne avec qui, si vous allez quelque part, en règle générale, vont quand même s'arranger pour qu'on les remarque. Alors, elles peuvent, par exemple, prendre le pli de se déguiser. Alors, si c'est pas se déguiser, là je parle de déguisement, mais au sens où ça devient excentrique, ou assez provoquant, où on trouve tout le temps des styles différents. Mais dans tous les cas de figure, faut que ça marque. Il faut vraiment que la personne soit directement repérable. Autrement, ça n'ira pas. Donc, en règle générale, les déguisements, c'est plutôt quelque chose qu'elle va apprécier. Les habits différents, évidemment, mais toujours avec une caractéristique, ça ne doit pas être neutre. On doit pouvoir remarquer. Ça, c'est sa tendance naturelle, faut toujours être remarqué. Voilà. Et si elle ne l'est pas, ça pose un problème un peu comme si la personne s'éteignait. Voilà. Alors, on peut aussi avoir des interactions un peu inapproprié au sens où il y a toujours une forme de séduction. C'est-à-dire que on ne sait jamais si la personne est normale ou si elle est en train de vous séduire. Il y a toujours cette forme de séduction constante. Parce que fatalement, si elle ne séduit pas, elle a l'impression qu'elle n'est personne. Donc, faut toujours séduire d'une manière ou d'une autre. Donc, par les vêtements, mais ça peut être aussi par le comportement, par la façon de s'exprimer, par le regard, par X choses. On déteste ne pas être remarqué et pire encore, on déteste être rejeté. Donc ça, c'est vraiment insupportable pour la personne qui souffre de ce trouble. Donc il y a vraiment ce type de besoin. On peut même avoir autre chose, c'est un peu le côté on allume quoi, on allume les autres, même sexuellement. Pas forcément pour passer à l'acte, mais juste pour se dire, ben voilà, la personne, elle réagit, quoi. Elle réagit, je suis attractive, donc c'est bien. Voilà, donc on pousse jusque-là, la personnalité, ce type de personnalité va pousser jusque-là. Alors, ce qui va aussi montrer, en tout cas ce qui peut correspondre à ce type de trouble, ce sont des émotions qui sont très changeantes. Très changeant, d'intensité diverses et avec une caractéristique, c'est quand même assez superficiel. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des personnes qui un jour sont au top, et puis à un autre moment peuvent être complètement dans un autre type d'émotion. Que vous dire? Ce sont des spécialistes du grand écart émotionnel. S'il y a bien une caractéristique, c'est l'inconstance. On n'est jamais constant émotionnellement. Ces personnes d'ailleurs peuvent être effrayées par les personnes qui sont plus constantes émotionnellement. Encore une fois, qu'elles verront très certainement comme des personnes refoulées, etc., etc. Donc, il y a chez ce type de personnalité
cette envie inconsciente, hein, mais de jouer aux montagnes russes émotionnelles. Donc, un jour, elle serait prête à, peut-être, je sais pas moi, à claquer beaucoup d'argent pour quelque chose, et puis le lendemain, elles vont plus du tout être dans ce mode opératoire. Elles passeront d'une émotion à l'autre, pardon. Vous pouvez avoir une personne qui vous dira, bah tiens, je vais changer de vie, et puis 2 jours après, on change plus radicalement de vie, etc. Donc, c'est très fluctuant. C'est très très fluctuant. Et évidemment, c'est compliqué pour les personnes de suivre ça, parce que on sait jamais à quoi s'en tenir, c'est extrêmement variable. Voilà. L'apparence physique, ça, je l'ai expliqué pour focaliser l'attention des autres. Le discours, en règle générale, il est très impressionniste et impressionnant d'une certaine manière, et surtout, une des caractéristiques, il est plutôt vague. Naturellement, hein, j'entends, hein, naturellement, quand la personne se laisse aller à ses émotions, elle est plutôt vague. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'émotion, c'est vague, c'est flou. C'est rarement, si vous voulez, c'est pas du tout les mêmes parties du cerveau qu'on utilise pour raisonner et pour les émotions. D'ailleurs, l'intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, comme je dis, c'est une forme d'oxymore. Si vous voulez, un oxymore, c'est par exemple un soleil noir. Hein, c'est deux opposés réunis dans une même image. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'oxymore, c'est-à-dire que l'émotion, par excellence, c'est une forme de pulsion, alors que, et donc très difficilement domptable, alors que l'intelligence, c'est le raisonnement. Vous voyez? Donc le raisonnement et la pulsion, c'est extrêmement compliqué. Favoriser l'intelligence émotionnelle, j'allais dire artificielle, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment créer ce pont entre les deux, mais ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça demande de l'entraînement. C'est pas forcément inné et très certainement pas ici. Ici, ça ne l'est pas du tout. Ce qui veut dire que c'est un très bon entraînement que d'essayer ici de mettre de la rationalisation pour essayer de tempérer les émotions. Mais là, je suis déjà un peu aux solutions. Donc, le discours est vague, c'est-à-dire qu'en fait, il repose sur pas grand-chose. Quand on le creuse un peu, voilà, il manque des éléments, on est très superficiel dans sa façon d'apparemment raisonner, sauf que la personne a vraiment l'impression, elle, de raisonner profondément, ce qui peut l'amener à prendre de très 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 mauvaises décisions, parce que des décisions qui sont prises uniquement sur le coup de l'émotion, c'est très dangereux. Voilà. Voilà, alors on a autre chose, une forme d'autodramatisation, côté très théâtral, des émotions extravagante. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc, quand on pleure beaucoup. Quand on rit beaucoup. Quand on exprime beaucoup. Tout se fait dans une forme de passion. Mais c'est débordant. C'est débordant. Et plus il y a de monde, et mieux c'est. Plus la personne a sa cour, et plus elle est dans son truc. Ce qui veut dire que, par exemple, lors d'une crise, par exemple, une crise émotionnelle, il est sûr que plus il y a de monde, plus la crise, elle va être sensationnelle. Pourquoi? Parce que c'est un peu la cour. Et je précise que tout ça se déroule à un niveau inconscient. La personne n'est absolument pas consciente de ça. Alors, elles sont facilement influencées par les autres. Influencé par, je vous dirais, les autres et par le milieu en règle générale. Tout ce qui n'est pas elle l'attire. Donc, ce type de personnalité, elle peut être très influençable par les titres, par exemple, par les diplômes, par la renommée, plutôt attirée par la réussite, par la gloire, etc., etc. C'est plutôt leur truc, évidemment. Pourquoi? Parce que par exemple, imaginons la réussite être un people. Je prends ça, que ce soit en politique, que ce soit, comment vais-je dire, dans les métiers artistiques, que ce soit dans d'autres métiers. Être un people, d'une certaine manière, c'est être vu
être vu, c'est être connu, c'est exister, etc., etc. Et donc, voilà, ce sont des personnes qui ont une tendance à être attirées par des métiers où on est exposé. Fatalement, ça leur permet de se vivre, de se vivre au grand jour, voire même d'être payé. Mais alors, il y a fatalement une forme de dépendance du milieu, une dépendance des autres. Vous voyez, c'est un peu, le corbeau et le renard. Hein. C'est un peu cette idée, c'est-à-dire que si à un moment donné, on a besoin absolument des autres, fatalement, les autres nous influencent. C'est voilà, on peut pas faire autrement. Donc il y a cette tendance vraiment à être tributaire des autres et du regard des autres. Et donc des plus facilement manipulables. L'interprétation des relations l'interprétation des relations avec les autres peut être vue comme plus intime que ce qu'elles sont naturellement. Donc la personne aura une tendance à vous dire oui, j'ai capté la personne et j'ai senti qu'elle m'a capté, elle me comprend et voilà, et on se comprend tous les deux. Vous savez, il y a des gens qui directement vous diront c'est comme si on s'était toujours rencontrés, c'est toujours connu, c'est comme si on se connaissait depuis X temps et je l'ai compris d'un regard et puis elle a pu me comprendre aussi. Il y a directement une fusion. C'est ça l'idée. C'est une fusion et donc il y a dans les relations, c'est vu comme étant très intime tout de suite, alors qu'en réalité, si on pose la question à l'autre personne, peut-être qu'elle ne le voit pas du tout de la même manière. Mais pour cette personne, elle a une tendance directement à rentrer dans l'intimité. Donc ça aussi, c'est une caractéristique, et quand elle s'exprime, eh bien, elle va vous exprimer des relations soi-disant profondes, mais qui ne le sont pas avec d'autres personnes, ou intimes, alors que techniquement, ça ne l'est pas. Là, je viens de vous brosser globalement les différentes caractéristiques de ce type de personnalité. Bon, donc comme vous le savez en fond, il y a d'autres problèmes. Hein. Moi ici, je suis pas là pour dire c'est ça la solution, c'est ça la solution, ou même le diagnostic. Par contre, il y a une chose qui est claire et nette, c'est que de favoriser donc l'intelligence émotionnelle, à savoir ici développer le raisonnement par rapport à ses émotions, ça c'est plutôt intéressant. Ce sera pas un mauvais investissement que fera la personne qui souffre de ce type de trouble, clairement. Donc voilà les amis, c'est ce que je pouvais vous dire sur cette personnalité histrionique. Que n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par ce type de thématique et que vous voulez vous former là-dedans, il y a des formations, moi je propose des formations sur la psychoanalyse, des formations sur la gestion des émotions, etc., etc. Donc vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil. Salut!